Alors, Annecy 3.0, je fais mon petit laïus du départ pour les nouveaux. L'idée, c'est donc de comprendre le Web 3, c'est de construire le futur d'Annecy. C'est pas que les grosses plateformes, c'est pas que les gros. Construire, ça se fait dans la confiance, et s'il y a des gens qui sont du coin, locaux, la confiance, elle passe beaucoup plus. L'idée, c'est aussi d'apprendre avec vous, hein, d'apprendre avec les personnes à qui je présente. Puis l'idée, c'est de passer aussi un bon moment. Donc ma mission, c'est de former 1000 personnes, plus de 1000 personnes au Web3 dans les mois qui viennent. C'est d'impulser un réseau Web3 local et éventuellement, et même l'idée, c'est de pouvoir répliquer ce réseau-là ailleurs pour que les gens en France et en Europe se saisissent de ces technologies-là. Et puis, ben, ça va passer aussi par accélérer des projets qui auront été impulsés localement parmi nous. Voilà. Donc c'est aussi accélérer les projets. Donc ça, c'est moi qui arbore les attributs du web 3. Les sites web le nom des sites web sont déterminés par le DNS name. Donc c'est l'ICANN qui donne en fait un nom à vos sites web, et vous payez un abonnement et vous payez l'ICANN à chaque fois que vous récupérez un site web. Et ben, l'ENS, c'est le même principe, mais sur la blockchain Ethereum. J'ai eu quelques semaines là, de discussions avec ma boîte que je quitte pour pouvoir me concentrer à temps plein sur le Web3. Donc, 5e fois qu'on se voit. Donc, on a fait une petite intro à la blockchain. Donc là, on a parlé des grandes collections, de BIYC, des Bored Apes. Donc, on a parlé des Ether-Rock, on a parlé de l'histoire des collections NFT. 3e séance, c'est juste après The Merge de Ethereum, c'est-à-dire la mise à jour de toute la blockchain Ethereum qui s'est faite en septembre, passant du Proof of Work au Proof of Stake. Et la dernière fois, Wilfried a présenté les tokenomics. On a présenté ce que c'était un token, tout simplement. On a parlé de à quoi ça pouvait servir, qu'est-ce que ça valait, est-ce que c'est zéro, pourquoi est-ce que Ether aujourd'hui c'est plus de 1000 $, et également la question de l'utilité. Est-ce qu'on peut s'en servir, est-ce qu'on peut utiliser un token dans le monde réel. On a aussi un petit peu brièvement parlé de ce que dit la loi sur les tokens, et parce qu'on a donc un cadre réglementaire américain et européen. Et puis, on a fait un petit point pratique de comment est-ce qu'on identifiait un token, où est-ce qu'on le trouvait, et comment on évite de tomber dans les pièges les plus grossiers d'investissement. Et aujourd'hui, c'est un gros morceau. C'est une introduction à la finance décentralisée. Je me suis aidé d'une présentation faite par un de mes amis que j'ai trouvé super, vraiment très clair. L'idée, c'est de pouvoir, à partir de l'actualité d'aujourd'hui des cryptos, c'est-à-dire de FTX, et également la levée de fonds de Morpho, qui est une boîte française qui a levé 18 millions de dollars il y a quelques mois, parler, donc de rentrer dans cet élément-là. Alors la DeFi, c'est complexe, mais en même temps, c'est vraiment l'élément le plus dynamique aujourd'hui du monde crypto et de la blockchain. Donc c'est juste inévitable, on ne peut pas ne pas parler de ça. Une petite slide d'actualité, c'est le crash donc de la plateforme FTX, qui était la deuxième plateforme d'échange de crypto. La chute de cette plateforme-là a donné lieu en fait à une rétraction de toute la valorisation crypto de 200 milliards sur 1 trilliard, donc 20% en moins d'une semaine. Sam Bankman-Fried, donc SBF, vient de démissionner, mais c'était le CEO de FTX. Il était vraiment vu comme un génie, quelqu'un d'extraordinaire, qui aidait vraiment aussi tout l'écosystème. Et en réalité, on s'est rendu compte que en fait, FTX n'avait pas de finances saines. Et donc, ce qui a donné lieu au crack qu'on connaît. Du coup, j'ai piqué une présentation à Jason, qui est dans l'univers crypto. Premièrement, les ambitions et les idéaux de la finance décentralisée. Ensuite, quelques mots sur les ordres de grandeur généraux de ce que ça représente par rapport à la finance. Quelques personnages principaux, un petit historique des 12 dernières années. On va faire un petit point sur les tokens généraux, mais les stablecoins. Un point sur Uniswap, puis on va finir vraiment pour Morpho. Donc, ambition idéaux. La finance décentralisée, c'est des développeurs informatiques qui ont eu comme ambition de reconstruire le système financier par du code. Et en le reconstruisant sur des bases beaucoup plus saines. Le principe, c'est que la finance, c'est on partage de l'information et puis cette information lui donne de la valeur. Internet, ça a été une révolution incroyable. C'était tout d'un coup le fait que le partage de l'information est devenu gratuit. C'est-à-dire avant Internet, on partageait l'information par des journaux,
par du courrier. Et donc rien que le transfert d'une information d'un endroit à un autre coûtait un coût dit marginal important. Internet, ça a virtuellement rendu nul ce coût marginal d'échange d'informations. Donc, coût marginal de transfert d'informations nul. Donc, tout d'un coup, on crée énormément de valeur. C'est-à-dire, au-delà juste de la valeur affective, vous pouvez appeler votre grand-mère de l'autre côté du monde. Au-delà de cette valeur-là, il y a aussi la valeur business. C'est-à-dire, on sait immédiatement s'il y a un tsunami de l'autre côté. On sait exactement, du coup, les impacts que ça peut avoir sur un marché. Et donc, cette information-là, cet échange global de l'information fait que voilà, on peut créer beaucoup de services qui basés sur une information partagée très largement dans le monde. Ce qui se passe en ce moment avec la blockchain, c'est cette même transition, cette même division du coût, mais non pas sur l'information, mais sur la valeur. Aujourd'hui, avec une carte bancaire, vous faites des transferts d'argent de votre compte vers le compte, par exemple, du bar. Vous faites des transferts qui ont un coût malgré tout important. Même si vous ne le voyez pas sur votre carte, en fait, votre abonnement carte bleue, votre compte bancaire, les salaires des banquiers évidemment, et tout le système bancaire qui est autour, en fait, coûte cher. La finance décentralisée, c'est l'ouverture de protocoles qui permet cet échange de valeur. Un coût marginal de transfert de la valeur qui est tout d'un coup nul. Le système financier mondial, en fait, il est basé sur des ordinateurs énormes qui ont été codés en COBOL. COBOL, c'est un vieux langage sur lequel plus personne s'est codé, qui a été construit dans les années 50 ou 60 pour les banques. C'est-à-dire que les banques, dans les premiers à s'être intéressés à l'informatique, c'est les premiers à avoir installé des ordinateurs chez eux et des serveurs. Chaque banque s'est construit une machine de guerre informatique pour gérer toutes les transactions qu'il y avait à l'intérieur de ses comptes. Et aux interfaces entre les banques, il y avait une couche de complexité supplémentaire, sans parler des systèmes financiers qui sont à l'international, c'est-à-dire et qui n'obéissent pas aux mêmes normes jusqu'à aujourd'hui. Donc quand vous vouliez transférer de l'argent, par exemple en Afrique, ça coûte un bras, voilà, les frais, c'est peut-être 15 € à chaque fois. Enfin, ça monte, et puis avec une part variable également. Donc, c'est ce que Elon Musk disait en 2021, il disait donc l'argent dit normal, c'est un ensemble de serveurs, de vieux serveurs qui sont dans les caves des banques, qui sont codés en COBOL, où également les gouvernements peuvent changer les transactions. Et le système des fintech, on a beaucoup fait la promotion ces derniers temps, mais c'est un système qui est basé sur ce système financier. C'est comme si vous rouliez en Porsche sur des chemins de terre. Donc les problèmes structurels de la finance, on les a un peu évoqués, c'est hyper-financiarisation de l'économie. Donc c'est toute la critique qu'on a pu avoir depuis 2008 notamment, avec des institutions qui étaient beaucoup trop grosses, et qui du coup, si elles tombaient, en fait, l'économie mondiale tombait. Donc elles étaient forcément rachetées ou refinancées par les gouvernements. Donc ce qui a donné lieu à un sentiment d'impunité des banquiers. Une politique monétaire qui accentue les inégalités, comment c'est ce qu'on voit en ce moment avec une inflation qui grimpe. Ceux qui peuvent s'endetter avec une inflation, du coup, leur coût de prêt diminue, et ceux qui ne peuvent pas, en fait, l'inflation les appauvrit. Donc voilà. Et on a une politique monétaire mondiale qui est basée sur donc la dette. Donc la finance décentralisée est venue de cette motivation, de la décentralisation, pour qu'on n'ait pas à se baser sur un tiers qui se fait sans permission, résistant à la censure, anonyme ou pseudonyme. Donc la propriété numérique basée sur la blockchain. Le code s'exécute quoi qu'il arrive, et tout est auditable puisque c'est transparent sur la blockchain, donc on peut lire, si le système est ouvert. Voilà, ce que je prévenais pour ceux qui sont arrivés un peu après, mais je préviens que ce soir, c'est particulièrement ambitieux ce que je suis en train de présenter. C'est vraiment un point sur la finance décentralisée. Donc le but, c'est de donner une idée de ce que ça veut dire. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ce sera le moyen d'aller creuser, d'aller un peu plus loin. Pour ceux qui connaissent rien du tout, c'est OK, j'ai entendu finance décentralisée, je vois quels sont les avantages, je vois quelles sont les motivations, je vois quelle est l'histoire générale. Mais voilà, il ne faudra pas chercher à comprendre dans tous les détails ce que je vais dire. 2 ressources intéressantes. Alors Vitalik Buterin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le génie de la blockchain. C'est
un jeune Canadien d'origine russe qui a inventé Ethereum, qui a participé à la fabrication d'Ethereum et de plein de nouvelles applications qui aujourd'hui sont absolument révolutionnaires et qui prennent une taille énorme dans ce monde de la crypto. C'est quelqu'un vraiment d'incontournable aujourd'hui dans le monde de la crypto. Et Chris Dixon, c'est le gestionnaire des fonds pour la crypto le plus important aux États-Unis. Donc, les avantages de décentralisation. L'idée, c'est que vous avez un système, soit un système centralisé, ça a des avantages d'efficacité, mais ça a des problèmes de potentielle corruption, potentielle faillite de tout le système si le nœud central n'est pas digne de confiance. Le point de la décentralisation, qui est, c'est de pouvoir avoir des liens un peu partout, et donc s'il y a un point qui meurt, le reste peut prendre le relais. La base d'Internet, c'est de la décentralisation pour empêcher une annihilation nucléaire des États-Unis par l'Union soviétique. Donc l'idée, c'était, si Washington tombe, il faut que Los Angeles puisse prendre le relais. Donc on va mettre des serveurs un peu partout et on va créer les protocoles de communication entre tout pour que le pays continue à tourner. Mais c'est le même principe, mais là, cette fois sur la valeur. Les systèmes, alors ça, ceux qui sont un peu intéressés par les systèmes politiques et la littérature politique et économique, là, c'est vraiment le point pour essayer de comprendre aussi les motivations des gens qui ont créé la finance décentralisée. À droite, donc là, vous avez un carré qui indique un peu ceux qui sont plutôt de droite économique, ceux qui sont plutôt de gauche, et puis ceux qui sont plutôt autoritaires ou plutôt laisser-aller, libertaires. Et donc, il y a un ensemble de littérature qui a été produite sur l'économie, qui sont les bases aujourd'hui théoriques de la blockchain et de la crypto. Première chose, c'est ce qu'on appelle l'école autrichienne, Hayek ici, qui disait l'inflation c'est pas bon, donc la monnaie sans inflation par essence, ça a été l'or pendant longtemps. Et le Bitcoin, c'est clairement inspiré par cette théorie qu'en fait il ne faut pas qu'il y ait d'inflation. Le libertarianisme, aussi inspiré par un bouquin, The Sovereign Individual, qui a été écrit par le chef économiste de la banque anglaise et journaliste en chef de la BBC. Il a été écrit dans les années 90, au début d'Internet, et il prévoit l'arrivée du e-cash, c'est-à-dire de la monnaie numérique. Il a prévu le nomadisme digital. Il a prévu plein de luttes sociales qui découleraient des technologies de l'information. Les dieux de demain, c'est ceux qui sauront coder et utiliser les ordinateurs, quoi. En gros, c'est ça. Ceux qui savent coder, aujourd'hui, savent mettre à leur service des serveurs, et donc ils ont un avantage compétitif dans le monde d'aujourd'hui. Du côté gauche, le mouvement cypherpunk. Le mouvement cypherpunk, c'est la monnaie. Elle est sous la coupe de l'État, c'est l'État qui choisit tout, et qui du coup, on a un risque de puissance de l'État qui est trop fort. Donc en fait, il faut pouvoir donner aux gens, à tout le monde, aux masses, le pouvoir sur la monnaie et sur l'information. Et donc ce mouvement cypherpunk, qui a notamment donné lieu aussi à l'arrivée des technologies de cryptographie vers le grand public. Donc ces gens-là, ils défendent l'inclusion financière et puis ils veulent vraiment faire en sorte que le système financier mondial soit plus transparent. Et notre SBF, je vais appeler SBF parce que j'arrive pas à dire Bankman, SBF qui a créé FTX, la plateforme centralisée qui s'est cassée la gueule la semaine dernière, c'était un des plus gros donateurs de la campagne de Biden. Donc quelques ordres de grandeur pour essayer de comprendre aussi ce que c'est que la finance décentralisée et puis relativiser aussi sur son rôle aujourd'hui pour comprendre aussi l'espace qu'elle a encore pour grandir. Alors ça, c'est un graphique qui donne la capitalisation de marché de l'ensemble de toutes les crypto-monnaies. Donc on part de zéro en 2014. En 2017, on a l'arrivée d'Ethereum et on a le boom des ICO. Donc là, on arrive sur 500 milliards de dollars. Alors ça paraît énorme comme ça, mais on va relativiser un peu plus tard. Puis ça redescend en 2017 à la suite, donc ça on appelle ça l'hiver des cryptos. Et là, juste avant le Covid, ou avec le Covid, non c'est ça, 2020, le Covid, on a une montée impressionnante de cette capitalisation qui arrive à, le grand T là, c'est trilliard, c'est-à-dire milliers de milliards. Je vais garder trilliard, en fait en français on dit billion, mais je vais garder trilliard, comme ça sera plus clair, parce que billion en anglais c'est 1 milliard. Donc bref, pour pas s'embrouiller, je vais dire trilliard. Et donc on est sur une capitalisation énorme, donc de 2,5 trilliards, un peu plus, et puis une chute tout aussi impressionnante sur l'année 2022. Aujourd'hui on est réduit à 845 milliards.
malgré tout toujours plus haut que tout ce qui s'était passé avant. Et ça, c'est un élément aussi à avoir en tête, c'est le volume des transactions. L'idée du volume d'échange, c'est-à-dire le nombre de fois que les gens s'échangent ce genre de trucs. Si tout le monde gardait le Bitcoin chez lui, en fait, si le volume était à zéro, on n'aurait pas ce volume. Parce que la valeur d'une monnaie, c'est aussi la capacité, sa liquidité, donc sa capacité d'échange. Et là, pour relativiser un petit peu, ça, c'est la crypto dans le monde. En termes de... C'est un graphique un peu général, alors que en toute rigueur financière, c'est pas tout à fait juste puisque les choses sont liées, mais c'est pour ça pouvoir avoir une idée un peu visuelle. Mais la crypto, c'est tout petit. C'est tout petit par rapport à quoi? FANG, c'est Facebook, Amazon, Netflix, Google, et puis le dernier, Apple. Voilà, FANG, donc voilà, c'est ça. Avec Apple qui représente la moitié. L'or, c'est tout ça. C'est la valeur de toutes les entreprises du monde entier. Donc c'est ça. Et puis on arrive sur le plus gros, c'est l'immobilier. La plus grosse valeur aujourd'hui dans le monde. Et on est sur 300 trilliards, je crois. C'est ça, 326 trilliards. Et donc on est sur 1 trilliard avec Bitcoin dominant, ça veut dire 40% de 1 trilliard, c'est la market cap, capitalisation du Bitcoin, et 20% pour Ethereum. Et pour avoir une idée, le CAC 40, c'est 2,3 trilliards. Donc on est sur quelque chose d'important par rapport au CAC 40, mais qui est tout petit par rapport au reste. TVL, c'est Total Value Locked dans la DeFi. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais l'idée, c'est qu'on a 43 milliards de dollars qui sont bloqués dans ces systèmes de finances décentralisées, c'est-à-dire qui tournent et qui sont gérés par ces programmes. Donc ces 43 milliards, c'est beaucoup, sans être énorme quand on compare au système boursier. Les personnages principaux, alors quand on parle du fiat, c'est la monnaie euro, dollar, c'est les monnaies, on va dire, du système traditionnel. Le monde crypto, Bitcoin, Ethereum, et puis là, les autres protocoles qu'on peut utiliser. Le monde fiat et le monde crypto sont séparés par un mur. Vous n'allez pas pouvoir, avec votre euro en cash, acheter Bitcoin comme ça, sur Internet. Il faut passer par des intermédiaires. Ces intermédiaires, elles sont représentées par ces portes qui sont très bien gardées, qui sont les plateformes d'échange. Et puis, il y a un autre moyen de passer du monde ancien au monde nouveau, c'est l'investissement dans les entreprises qui construisent le monde nouveau. Et donc c'est le VC, donc Venture Capital, qui investit des euros ou des dollars dans les projets, par exemple Ethereum, pour payer les développeurs, pour acheter les serveurs, payer aussi l'énergie qui est consommée. Donc on a Monsieur Powell qui est responsable de la Fed, très important, Madame Christine Lagarde, donc, qui est la responsable de la Banque Centrale Européenne. Dès que ces gens-là bougent un doigt, tout le système financier mondial remue. Donc c'est des gens qui ont un pouvoir énorme et qui vont gérer le nombre d'euros qu'il y a sur le marché, le nombre de dollars. Et sans compter le responsable de la Banque centrale chinoise, certainement sous la coupe de Xi Jinping. Donc Vitalik Buterin, dont j'ai rapidement évoqué le nom, qui est un des fondateurs d'Ethereum. Ils ont fondé ça à Zug, en Suisse, donc à quelques centaines de kilomètres d'ici. CZ, qui est d'origine chinoise, installé, je crois, à Singapour ou à Malte. Enfin, il bouge selon la législation en cours. Le CEO de Coinbase. Et puis, on avait, jusqu'à la semaine dernière, SBF. Donc, c'était les 3 grandes portes qui permettaient, avec des euros et des dollars, d'acheter des Ethers ou des Bitcoins. Moi, je suis passé par les 3. Et la petite porte, c'est CoinHouse, qui est un exchange français, qui était certainement d'ailleurs le premier exchange de crypto et qui n'a pas bien marché. On a dans le Venture Capital A16Z, donc c'est Andreessen Horowitz, ceux qui étaient là à la première session, j'avais fait un petit point sur Marc Andreessen, des fonds de Venture Capital donc vraiment liés à la crypto, donc Coinbase, Binance. Avec cette rôle de porte, ils ont fait beaucoup d'argent et donc ils peuvent investir aussi dans des protocoles. 2 personnes très très influentes également qui sont Balaji Srinivasan et Naval Ravikant, des milliardaires américains qui ont investi dans la blockchain. Et en fait, j'ai passé aussi les derniers mois à lire le bouquin qui est disponible sur Internet gratuitement de Balaji, qui est juste incroyable et sur lequel j'aimerais bien faire d'autres séances. Et en tout petit, on a aussi BPI France et on a des fonds de VC français comme Exchange, comme Kimaventure, etc. L'histoire des 12 dernières années concernant la DeFi. En 2009, on a Bitcoin, c'était comme l'iPhone dans la finance. L'iPhone, c'était à la fois un iPod, un téléphone et Internet. Satoshi Nakamoto, il a lancé avec le Bitcoin un nouveau système monétaire, créé un système de paiement et créer un système de stockage de valeur.
Et en plus, un moyen de stockage d'informations également. Au-dessus de Bitcoin, Lightning Network, couche programmable sur la blockchain Bitcoin. Puis j'ajoute les deux petits drapeaux, hein, c'est en 2018-2019, République centrafricaine et le Salvador qui ont accepté le Bitcoin comme paiement en se basant sur le Lightning Network pour gérer les transactions. Donc le Bitcoin, c'est une monnaie qui avait l'objectif d'être ultra simple, et l'Ethereum, aussi une plateforme de smart contract et un ordinateur décentralisé. Ethereum a été créé pour faire quelque chose de beaucoup plus souple, ce qui donne lieu à deux communautés de types vraiment différents. D'un côté, les Bitcoiners qui disent: nous, on veut reprendre le pouvoir sur l'argent. Nous, un Bitcoin, ce sera toujours un Bitcoin. On ne va pas vous récupérer votre dollar que vous pouvez imprimer autant que vous voulez. Donc, moi, j'ai de la vraie valeur. Et puis, de l'autre côté, on a la communauté Ethereum. C'est plus des codeurs, des gens qui vont essayer plein de trucs et du coup, qui sont un peu plus de cette image-là. En 2009, on a Bitcoin qui démarre. Bitcoin qui est encore aujourd'hui valable. Hein, c'est tout le carré orange. Le Lightning Network est là. Et Ethereum qui arrive en 2015. Au-dessus de ces protocoles, on a le développement d'un certain nombre de services qui se ressemblent au système financier traditionnel. Tout ça se construit sur Ethereum. Sur Ethereum, c'est beaucoup plus large. Donc on a Stripe, on a Visa, on a la possibilité d'échanger de l'argent, on a la BCE, on peut avoir l'équivalent sur Ethereum, et on a même Amazon Web Services pour pouvoir faire des paiements, donc PayPal, etc. C'est possible de le faire sur Ethereum, et ça a été fait. En 2017, on a l'ICO Boom, et c'est un moment aussi où il y a énormément de projets pourris qui ont été faits. Votre token, vous pouvez faire un token en moins d'une heure. Hein. Je peux créer un token Thomas, puis vous en passez un certain nombre. C'est pas ça qui va donner la valeur. Et on a une plateforme AV qui s'est construite à ce même moment-là pour pouvoir emprunter et prêter des tokens dans ce système fermé de la crypto. Donc le crédit et la vente, donc avec l'équivalent de banque traditionnelle sur le système décentralisé. Uniswap, c'est aussi la possibilité de faire des échanges de valeurs. Alors pourquoi, il y a un truc intéressant là, c'est pourquoi on met Binance et Coinbase dans le système traditionnel, c'est qu'en fait c'est des acteurs qui vont toujours fonctionner en euros ou en dollars et qui vont prendre de l'euro, qui vont vous prendre de l'euro et vous donner de l'Ethereum sur leur plateforme. FTX, c'était pareil. Uniswap, la différence, c'est que vous avez votre Ethereum et vous pouvez l'échanger avec tous les tokens qui sont à l'intérieur ici, sans utiliser d'intermédiaire qui va prendre d'ailleurs une petite commission au passage. Là, vous paierez une commission, mais c'est une commission qui sera basée sur gas fee, les prix de fonctionnement du protocole. Et en 2020-2021, on a la DeFi Summer, une explosion de projets, comme pour l'ICO Boom, hein, une explosion de projets plus ou moins bien, la tokenisation de l'immobilier. Le Bitcoin, Ethereum, c'est ce qu'on appelle des Layer 1, L1, c'est-à-dire couche numéro 1, les couches de base de construction d'un écosystème sur la blockchain. Comme je vous le disais, Bitcoin, c'est très simple et il n'y a pas vraiment de flexibilité sur l'utilisation. En revanche, Ethereum, oui. Et donc, il est relativement facile d'écrire des programmes sur Ethereum. Vous pouvez apprendre facilement à coder quelque chose. Et donc, il y a énormément de projets qui ont été développés là-dessus. Donc là, on avait parlé d'Uniswap, on avait parlé d'AV, les stablecoins Tether et Circle. Et donc, on a une facilité plus grande pour par exemple, pour émettre des actions. C'est-à-dire, vous créez un projet ANSI 3.0, vous voulez le financer, je vais créer des tokens, on va dire 10 000, et puis je vais les vendre aux personnes qui sont intéressées. Et donc ça, je peux le faire tout seul. On a également une augmentation de 100 fois de la taille du marché qui est concerné. Parce que tout d'un coup, on est mondial. Donc il y a un ensemble de choses qui font que ces ICO, c'est le Kickstarter on steroid, c'est ce qui vous permet de financer vos projets très rapidement. Je peux faire un petit récap de ce qu'on s'est dit. Je pense que c'est déjà pas mal. C'était très ambitieux de présenter la DeFi en 20-30 minutes. Et donc, en quelques mots, la finance décentralisée, c'est le pendant, le miroir de ce qui se passe en finance aujourd'hui, ce qui aujourd'hui fait qu'on a le monde qu'on a des tables, etc. C'est les échanges d'argent qui sont facilités. Et on a tout cet écosystème qui est en train de se recréer de manière beaucoup plus efficace et programmée sur les éléments blockchain. Donc on a ce miroir qui est en train de se mettre en place, avec aujourd'hui un écosystème qui est relativement petit par rapport à l'écosystème, on va dire, traditionnel, mais qui est en forte croissance parce qu'il est extrêmement efficace. Comment est-ce que, quand je vais acheter une maison, comment est-ce que, quand je vais emprunter, ça va se jouer ici? Parce que les éléments que vous ne saurez pas, il y aura tous les gardiens de porte qui pourront vous les faire payer, pour le dire d'une manière... voilà. Et les gardiens de porte, ça peut être les banques traditionnelles, qui ont dit en fait on a tout transféré ici, donc on diminue nos prix, mais en fait on garde quand même des marges confortables.
et c'est ce que je ferai à leur place. Les Binance, Coinbase et compagnie qui font de même. Et donc, si vous avez un peu ces éléments-là, ça vous donne aujourd'hui, de manière très tôt, des éléments de compréhension du système sur lequel le monde de demain financier va être construit. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal. J'ai bien et je pense qu'on pourra refaire un deuxième point où voilà. Mais si vous êtes intéressé par ça et que vous avez que ça vous saoule, que ça s'arrête là. En fait, j'ai repris mais pratiquement slide pour slide une présentation qui est disponible sur LinkedIn, qui a été faite par Jason, qui le présente certainement mieux que moi et qui le présente en 50 minutes. Donc vous pouvez relire, repasser derrière, etc. Il est sur LinkedIn. Voilà. Complètement allumé avec celui-là. C'était une présentation complexe, dense. Mais bon, je m'en serais voulu de ne pas l'avoir présenté sur ces 5 fois, d'avoir pas essayé d'escalader un peu cet Everest de la DeFi et d'en parler pour vous expliquer quelques éléments. Et puis susciter certainement plein de questions. Voilà. Et voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.